Merci beaucoup, Pierre. Donc, mesdames et messieurs, je suis très heureux de vous parler aujourd'hui de Lascaz, géographe, sa première vie. C'est un sujet que mon ami Charles-Éloi Vial m'avait gentiment proposé, parce que je dois avouer que jusqu'à présent, je ne m'étais pas beaucoup préoccupé de Lascaz. Pour moi, l'histoire du Premier Empire s'arrête en 1815, et ensuite, il ne se passe pas grand-chose. Et néanmoins, je ne regrette pas ces recherches, parce que d'abord, j'ai pu me refamiliariser avec cet objet que Lascaz a créé lors de ses années d'émigration, qui s'appelle l'Atlas historique. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce qu'au moment où, parce que Pierre a eu la gentillesse de le citer, au moment où je travaillais sur l'atlas historique de Lascaz, paraissait cette infographie de l'Empire napoléonien, qui est d'une manière différente d'aborder l'histoire. Et je ne dis pas que je me suis retrouvé dans la peau de Lascaz, mais je me suis dit que lui aussi avait tenté, en son temps, de présenter l'histoire et les grands courants de l'histoire de façon synthétique, novatrice, et c'est en fait le fantasme de tout historien de pouvoir présenter les événements du passé de manière nouvelle. Alors, comme bon nombre de ses contemporains, Emmanuel de Lascaz a eu plusieurs vies, chacune d'entre elles ayant été déterminée par le cours de l'histoire devenu brusquement tempétueux. Comment cet aristocrate, produit des écoles de l'Ancien Régime, est-il devenu, au fil du temps, le gardien de la mémoire napoléonienne et le grand ordonnateur de sa légende ? Sans doute, cet homme qui avait déjà connu les tourments de l'exil et l'exaltation de l'aventure était le plus à même de comprendre Napoléon, tout en faisant en sorte de mériter sa confiance et ses confidences. Mais ça, c'est le sujet qu'abordera David juste après moi. Jeune officier de marine, combattant de la contre-révolution, géographe et homme d'affaires avisé, Emmanuel de Lascaz est tout cela lorsqu'il est autorisé à revenir en France après une longue période d'émigration. Sa connaissance du monde lui ouvre les portes, mais aussi, disons-le, son bon esprit courtisan, héritage du XVIIIe siècle et de l'Ancien Régime, fait le reste. Il n'en reste pas moins que la vie de Lascaz, avant le succès du mémorial, reste en partie assez méconnue et n'a pas fait l'objet de nombreuses études. La biographie la plus complète à ce jour qui lui a été consacrée reste celle de son descendant direct, Emmanuel de Lascaz, intitulée « Lascaz, le mémorialiste de Napoléon », publié chez Fayard en 1959. Je vous ai mis ici d'ailleurs la couverture. À ma connaissance, le livre n'a pas été réédité. Dans sa préface, l'auteur a ces quelques mots remarquables. « Si, malgré ces précautions, on nous reprochait d'avoir flatté notre sujet en cherchant à le rendre sympathique, nous n'aurions qu'un argument en réponse. À bord du Bellérophon, Lascaz a conquis l'amitié de l'empereur en quelques jours. Nous avons ici une très belle synthèse de ce que fut le mémorialiste. Les lettres que nous avons retrouvées de lui à l'occasion de la préparation de cette communication vont dans la même direction, celle d'un honnête homme du siècle passé, faisant état d'ambition modérée, heureux de cultiver un réseau d'amitié qui lui donne l'espoir d'accéder à quelques charges honorifiques sans toutefois prétendre à davantage. Du moins, c'est la défense de son œuvre, l'atlas historique qui mobilise l'essentiel de ses forces dans un contexte politique et militaire particulier. L'atlas est-il l'introduction nécessaire au mémorial ? Voici la question à laquelle nous tenterons de répondre. Alors, avant toute chose, quelques éléments, parce que je pense qu'il est nécessaire de rappeler un peu le parcours et la carrière d'Emmanuel de Lascaz avant même la Révolution. Donc, tout d'abord, Marie-Joseph Emmanuel Auguste Dieudonné de Lascaz naît le 21 juin 1766 à Belserre, près de Castres, fils du marquis de Lascaz et de Jeanne Nave de Ranchin. Son parrain est le vicomte de Saint-Prix, Emmanuel de Guinard, dont il tient le prénom, et sa marraine, la présidente de Ronglat. Sa famille, nous rappelle son descendant, appartient à la plus ancienne noblesse. L'un de ses ancêtres aurait même été un compagnon du comte Henri de Bourgogne à l'époque de la conquête du Portugal au XIe siècle, et le nom de la famille, d'ailleurs, proviendrait de l'anoblissement par Henri de Bourgogne de son compagnon, lui donnant les terres autour de Lascaz, c'est-à-dire en fait les maisons qui appartiennent à ces terres.
Néanmoins, rien ne permet de l'affirmer, si ce n'est que les Lascazes appartiennent à l'aristocratie combattante depuis au moins le XVe siècle, selon les documents les plus susceptibles d'être utilisés. La fortune des Lascazes est modeste, et les premières années du mémorialiste correspondent à celles de bien des enfants de la noblesse désargentée de province. Nourrice, catéchisme chez monsieur le curé, première leçon matinée d'instruction religieuse, puis pension à Paris, grâce à l'entremise d'une tante généreuse, et enfin collège à Vendôme pour y préparer, en dépit d'une santé très fragile, l'école militaire de Paris. Son parcours est d'une certaine façon très semblable à celui du jeune Napoléon Bonaparte, dont la famille est bien plus modeste encore. En 1782, le jeune Lascazes prend une décision radicale, celui d'entrer dans la marine. La raison en est toute simple. La France est en guerre contre la Grande-Bretagne et la guerre d'indépendance des États-Unis exerce un fort pouvoir d'attraction sur toute une partie de la noblesse rêvant à la fois d'aventure et de nouveaux idéaux politiques. Cependant, le jeune Lascazes, garde de la marine, n'a guère l'occasion de s'illustrer. Lorsque la paix revient, il effectue une croisière jusqu'aux Antilles. Pendant ces quelques années, il se lie d'amitié avec un jeune homme, Jean-Henri de Lage de Wolude, futur compagnon d'émigration. Et le rôle de Jean-Henri de Wolude sera très important dans la conception de l'Atlas historique. Quelques papiers nous permettent de retracer son parcours. Et je remercie Charles-Éloi Vial de me les avoir communiqués. Donc nous avons ici notamment un mémoire que vous voyez apparaître. Nous avons également sa première fiche de paye, d'une certaine façon. 18 piastres fortes qu'il reçoit de la main du consul général de France à Cadix pour 3 mois de service sous les ordres de l'amiral d'Estaing en 1782. Et surtout, donc, un assez long mémoire qu'il rédige afin d'obtenir un avancement qui lui a été longtemps refusé. Il revient dans ce mémoire sur les promesses qui lui ont été faites, à condition qu'il suive une formation en mathématiques, promesses non tenues de la part d'un pouvoir qui ne cesse de se contredire. Il rappelle qu'il a passé 50 mois consécutifs dans les climats dangereux et malsains de l'Amérique, mais derrière les plaintes d'usage perce aussi l'inquiétude de demeurer sa vie durant un simple cadet, un officier subalterne sans relief. Ainsi, comme tant d'autres à son époque, il ose réclamer. En 1788, il est de retour à Brest et c'est en Bretagne qu'il assiste aux premières bouffées de colère révolutionnaire. Il doit aussi être l'un des derniers, et là c'est très intéressant, à être présenté à la cour selon les anciens usages, et on est déjà en 1790, ce qui fait de lui le témoin de la fin d'un monde qu'il ne peut, dans un premier temps, accepter. Ce refus de la Révolution le conduit à s'engager très tôt dans l'armée des princes. Là aussi, il est un témoin discret, mais d'une acuité remarquable, de l'espèce de cour qui s'est formée à Coblence, où le déni et les illusions, mêlés à des intrigues complexes, l'emportent sur le sens commun. Et tout cela ne peut déboucher que sur des catastrophes. L'échec de la campagne de 1792 en est une, celui du débarquement de Quiberon en 1789 en est le plus douloureux. Lascazes perd à cette occasion son ami Jean-Henri de Lage. Son régiment est pratiquement anéanti. Ne lui reste plus d'autre solution que de rester en exil, exposé à une vie difficile et menacé par la misère. Comme beaucoup d'autres émigrés, Lascazes reste à Londres, alors qu'une grande partie du continent bascule sous les assauts de la France révolutionnaire. Contrairement à certains de ses camarades de l'armée de Condé, il échappe ainsi au transfert de leur corps dans l'armée russe. Néanmoins, sa position est assez peu enviable. Il lui faut vivre avec des moyens réduits, et comme beaucoup de Français dans sa situation, c'est la lutte contre le temps qui semble périlleuse. Il faut accepter de passer à côté de la gloire que d'autres, en Allemagne ou en Italie, parviennent à obtenir. En 1799, Lascazes peut avoir le sentiment d'avoir échoué. Il semble loin le temps où l'officier de marine pouvait prétendre aspirer de justes récompenses, saluant son mérite. Toutefois, l'Ancien Régime ne l'a pas dépouillé de tout. Il lui reste l'excellente éducation en sciences et en lettres qu'il a reçue sur les bancs de l'école militaire, et en particulier ses connaissances en histoire et en géographie. Lascazes s'apprête à revenir sur scène, mais pas de la façon qu'il avait préalablement imaginée. Donc, cette façon de revenir sur scène passe à travers un livre magistral, l'Atlas historique, une aventure éditoriale réussie et une nouvelle façon d'aborder l'histoire. Entre 1803 et 1804, parut à Paris la première édition de l'Atlas historique, chronologique et géographique. Son titre exact est encore plus long, mais je vous l'épargne. Son auteur se cachait sous le pseudonyme d'A. Le Sage. Il s'agissait bien sûr de Lascazes, qui admit dans ses souvenirs que le choix de ce nom n'avait pas été des plus heureux.
En effet, il remonte à une précédente publication intitulée « Géographie de l'histoire », au tirage plus confidentiel, daté de Londres, mais qui a néanmoins remporté un certain succès à l'époque de sa parution. Et certaines pages de cette géographie ont sans doute été esquissées en compagnie de Jean-Henri Delage avant 1795. Enfin, lorsque, en 1802, Lascaz obtient d'être radié de la liste des émigrés et l'autorisation de revenir en France, le début de son travail sur l'Atlas a déjà bien débuté en Angleterre et une première livraison a même été effectuée. Alors, évidemment, le succès ne peut que susciter des jalousies. Et je dois citer par exemple les rumeurs dont Quérard, dans la France littéraire, se fait l'écho, selon lesquelles Lascaz se serait livré au plagiat d'auteurs anglais. Pire, d'autres insinuent même que le véritable auteur de l'œuvre était un prêtre émigré nommé Lesage, qui lui aurait vendu le manuscrit pour 50 louis avant de mourir. Ces affabulations peuvent être aisément balayées. Sur le choix de pseudonyme d'abord, Lascaz admet lui-même qu'il est malheureux. Il y avait au moins 22 prêtres émigrés du nom de Lesage à Londres en cette période, et plusieurs d'entre eux ont reçu des lettres adressées à l'auteur de l'Atlas. Et Lascaz est son premier critique lorsqu'il écrit « Lorsqu'on veut changer de nom, il faut au moins éviter de prendre celui des autres. Pour réunir les capitaux nécessaires à publier un tel ouvrage ambitieux, il lui faut aussi travailler. » Et donc, à cette époque-là, pour les émigrés en Angleterre, l'un des moyens le plus facile est tout simplement de donner des cours. Et c'est là qu'il fait la connaissance d'une dame de l'aristocratie anglaise, Lady Clavering, qui se trouve en fait être d'origine française. Elle s'appelle Clara Gallet, de son nom de jeune fille. Le succès est tel des cours qu'il donne à Lady Clavering qu'il parvient à créer une école à Londres, laquelle emploie de nombreux émigrés, et c'est ainsi qu'en faisant travailler les autres, il peut réunir les premiers fonds pour lancer, sous le mode de la souscription, l'édition anglaise de l'Atlas. Néanmoins, se posent encore des questions sur les auteurs de cette somme, et l'ombre de son ami Jean-Henri Delage plane sur l'Atlas, ainsi que le rapporte la marquise de Wolude, la belle-sœur de ce dernier, de façon très peu charitable. Cet Atlas, très estimé des connaisseurs, est connu sous le nom de Lesage, Wolude, mon beau-frère, n'ayant pas voulu y mettre le sien. J'ai eu la bêtise de donner tous ces brouillons, dessins et cahiers au mauvais petit Lascaz, son ami qui était bon alors, ce qui lui valut 400 000 francs. Tout est exagéré, évidemment, dans ces lignes, mais Lascaz admet lui-même que les notes de son défunt ami lui furent très utiles pour compléter le chapitre sur l'Allemagne. Donc, l'Atlas reçoit un bon accueil à Londres. Il a été publié de toute évidence sur le modèle répandu donc de la souscription. Mais surtout, c'est l'annonce de la conclusion de la paix à Amiens entre la France et l'Angleterre qui l'aide à prendre une importante décision, celle de revenir dans son pays natal. En compagnie de la famille Clavering, après avoir réglé ses affaires avec son éditeur londonien, il fait son grand retour à l'été 1802. Et d'ailleurs, j'ai eu la surprise de me rendre compte que Lady Clavering, lorsqu'elle revient elle aussi en France, n'a pas moins que loué le Petit Trianon pour s'installer comme pied-à-terre près de Paris. Donc, ce qui montre aussi que l'État français, à cette époque-là, en fait, avait tout simplement décidé de brader le patrimoine de cette manière-là. Et c'est au Petit Trianon, d'ailleurs, que Lascaz effectue un certain nombre de démarches destinées à reprendre contact avec des personnes qui viennent visiter les Clavering, parce qu'il lui faut d'abord trouver des éditeurs et aussi ressusciter un réseau. Et donc, le succès en France est immédiat. C'est un best-seller. C'est le premier, le suivant étant bien entendu le mémorial. Et voici à peu près à quoi ressemblent les cartes. Donc, ceci est une édition ultérieure, hein, évidemment. Donc, j'ai pris tout simplement celui que nous avons à la bibliothèque de Versailles. Parce qu'en fait, là aussi, l'intelligence de Lascaz est de le mettre régulièrement à jour. C'est-à-dire que les éditions vont se succéder de cet atlas au moins jusqu'en 1830. Et il bénéficie d'une excellente publicité, puisque le moniteur du 7 Brumaire en 11 en fait une critique assez dithyrambique. Il inspire un grand intérêt et remplit les vues les plus utiles. Il ramène l'étude compliquée de l'histoire, de la chronologie et des généalogies à l'étude positive et simple de la géographie.
Tout ce qu'on veut apprendre s'y voit, se suit et s'y démontre. Ce ne sont point des idées vagues ou fugitives qu'il s'agit de combiner, de retenir, mais des images sensibles et durables qu'on peut considérer en tous sens. Ce sont des tableaux sur lesquels sont distribuées les différentes parties de l'histoire. Là, sans aucun effort moral, l'esprit les embrasse tout à la fois. C'est aux yeux qui laissent le soin d'en parcourir mécaniquement l'ensemble, d'en juger la chronologie par l'ordre des objets et l'étendue de leur distance. Donc, en fait, ce qui est intéressant, c'est la démarche scientifique de Lascaz, qui, en effet, peut paraître extrêmement moderne pour l'époque. Vous voyez, il y a tout simplement des codes couleurs qui vous permettent d'identifier telle ou telle chronologie, telle ou telle généalogie se rapportant ensuite à l'aspect géographique. Donc c'est très innovant, en effet, cette manière de procéder. On peut dire que Lascaz a réussi le tour de force, à la fois de révolutionner une matière ancienne, qui est la géographie historique, qui existe depuis la Grèce ancienne, en y ajoutant les techniques éditoriales de pointe de son époque, notamment la chromographie, qui lui permet de jouer avec les couleurs, et puis d'y ajouter en effet cette touche qui permet aussi de suivre les différents aléas politiques. Voilà, par exemple, les cartes qu'il met régulièrement à jour, notamment lorsque Napoléon commence à totalement redéfinir les frontières de l'Europe. Alors évidemment, cela suscite des jalousies. Je vous ai cité les histoires, les rumeurs qui courent selon lesquelles il aurait plagié certains auteurs. Et puis surtout, il suscite la critique virulente de certains géographes, notamment un certain Brion, qui va rendre une critique en 1807. Il y a également un professeur allemand de l'université de Fribourg, Anselm Deuber, qui va tenter lui aussi de publier un atlas similaire. On voit en fait que Lascaz inspire l'école allemande. Et puis, surtout, en 1811, Viton de Saint-Alais, qu'on a bien oublié, publie lui aussi une histoire généalogique des maisons souveraines de l'Europe. Et dans son discours préliminaire, eh bien, en fait, il s'évertue à montrer toutes les erreurs que Lascaz a laissées passer dans son propre atlas. Mais évidemment, c'est de bonne guerre, c'est commercial. Néanmoins, Lascaz est déjà bien au-delà de ces petites polémiques, il ne va pas vraiment s'en occuper, il va laisser d'ailleurs des souscripteurs répondre à sa place parce que désormais il souhaite passer, ça sera ma dernière partie juste avant la conclusion, il souhaite passer à une étape suivante, il est rentré d'émigration, maintenant il lui faut retrouver une place correspondant à son rang. Et donc, il peut compter sur l'amitié de plusieurs personnes, soit des émigrés qui étaient rentrés avant lui, notamment les La Rochefoucauld, desquels il est proche, ou la famille de Cardaillac, qui travaille auprès d'un personnage important, le général Clark, qui, en l'an 13, est le secrétaire de Napoléon. Et donc c'est ainsi que la rencontre entre Lascaz et Napoléon, d'une certaine façon, se fait dans un premier temps, de façon indirecte, via quelqu'un qui est déjà chargé, en principe, d'écrire la pensée de l'empereur à travers sa correspondance et ses plans. Et Lascaz trouve le meilleur moyen de flatter la vanité de Henri-Guillaume Clark, qui est un personnage à la fois très intéressant, mais aussi qui se flatte d'avoir la plus grande des généalogies de tout l'entourage de Napoléon, puisque, sans rire, il prétend descendre notamment des rois d'Irlande. Et donc, quel meilleur moyen que de trouver les traces de cette généalogie. Et il fait ainsi parvenir, on a dans une lettre du 15 Ventose en 13, qui se trouve au ministère des Affaires étrangères, nous avons une lettre de Lascaz dans laquelle il promet à Clark de lui faire parvenir un exemplaire du Barontage de William Dugdale. Voilà, et donc on comprend l'esprit un peu courtisan du personnage. Il écrit à Clark « J'aurais bien voulu avoir votre note sur les Clark descendants d'Édouard Ier d'Angleterre, quoique cette carte, il fait allusion évidemment aux cartes mises à jour dans son atlas, quoique cette carte ne doive pas être en composition avant 5 ou 6 mois.
J'aurais bien voulu aussi apprendre ce que peut être la traduction en italien de l'Atlas dont Cardaillac m'a parlé de votre part. Un libraire de ma connaissance, partant pour l'Italie, aurait pu m'y être utile. Enfin, j'aurais voulu vous voir et vous embrasser. Adieu, mon cher Clark, soignez votre santé, chassez donc enfin cette infernale fièvre et soyez assuré que dans tous les lieux et dans toutes les circonstances, mes vœux désormais vous suivent toujours avec la tendresse d'un ancien camarade et la sollicitude d'un nouvel ami. Alors ça, si on n'est pas plus courtisan que ça, c'est très compliqué. Et puis, il revient sur le barontage de Dugdale. Donc, c'est très amusant d'ailleurs de voir un futur ministre de Napoléon s'occuper à ce point de ses racines britanniques. Mais nous avons effectivement, ensuite, après la campagne de 1805 et celle de 1806, qui commence. Et là, en fait, Lascaz se rend compte que Clark pourrait bien aider, notamment à placer son atlas en Allemagne. Il le dit, hein, je ne désespère même pas de pouvoir insérer à l'Allemagne un nouveau petit ruban sillonnant vos faits magiques, en faisant allusion, effectivement, aux différents changements de frontières. Et également, un peu plus tard, il mentionne une douzaine d'exemplaires de l'Atlas laissés à Berlin chez le directeur des postes, que je n'ai pu faire retirer, faute de connaître personne, que je puisse prier de les remettre chez un libraire bien famé. La discrétion m'a empêché jusqu'ici de vous prier de demander ce léger service à un de vos subordonnés. Je m'en repens parfois, car je sais l'intérêt que vous voulez bien me porter, et je suis sûr qu'ils eussent facilement disparu. Et en fait, derrière cette correspondance, il y a tout simplement la volonté de solliciter une place, même honoraire, de chambellan, puis de celle de maître des requêtes, qui va lui être accordée à partir des années suivantes. Et c'est ainsi que Emmanuel de Lascaz fait son retour sur la scène de façon brillante, puisque en effet, il a fait fortune. À noter que dès 1807, il signe à nouveau baron Lascaz, donc preuve qu'il a tout simplement repris une partie de ses prérogatives aristocratiques dans un contexte où l'affirmation de la monarchie par Napoléon se fait de plus en plus importante. En fait, cela correspond tout simplement au moment où la noblesse d'empire est établie. Et c'est ainsi que la boucle est bouclée pour ce retour de Lascaz sur la scène. Je vous remercie.